Mais c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on est là pour cette conf. Merci d'être là. On va parler de contenu, on va parler de rédaction SEO et de copywriting. Et je vais vous expliquer pourquoi on parle de ces deux-là en même temps. Ça, c'est moi. Je m'appelle Marine. Je suis à la tête d'une petite agence bordelaise qui s'appelle Rédactographe. On fait du contenu de marque, stratégie de marque, création de nom, conception, rédaction, stratégie éditoriale, production de contenu. Et à l'intérieur de ça, on travaille la rédaction SEO et le copywriting. On est là depuis 2016 et cette année, on a créé Ours, qui est notre organisme de formation spécialisé dans la rédaction web et le copywriting. Ça, c'est aussi moi, devant ma voiture. J'ai une Twingo de 1995 qui me sert à faire mes petits déplacements dans ma campagne. Je vous en parle parce que souvent, je suis obligée de consulter Google parce que qui dit 95 dit voiture qui a souvent quelques problèmes. Notamment celui-ci, une fois, je conseille l'expérience à personne. Elle n'a pas de régulateur de vitesse, hein, ça n'existait pas à l'époque. Et pourtant, un jour, ma voiture a accéléré toute seule quand j'étais dedans. Google me répond, merci. Cet article d'un site s'appelle Radio CNews, pourquoi ma voiture accélère-t-elle toute seule? Et cet article commence comme ça. Les voitures sont l'un des appareils les plus confortables qui puissent faire notre vie. Nous les utilisons dans une multitude de situations, que ce soit pour aller travailler, pour faire un voyage ou simplement pour nous déplacer d'un endroit à l'autre, blablabla. Bla, bla, bla. En gros, voici un contenu qui commence par m'expliquer ce qu'est une voiture quand je lui demande pourquoi ma voiture accélère toute seule. On pourrait se demander pourquoi ils font ça. J'ai un peu regardé, c'était pas du backlink, il n'y a aucun lien externe, c'est pas de la pub. Enfin, il n'y a vraiment pas de pub sur cette page, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. En tout cas, ils sont positionnés, avec cette page-là, se positionnent sur quand même des requêtes qui ont un certain nombre de volumes, hein, 170, 140. Et moi, j'en reviens souvent à me demander dans ces genres de cas si le KPI qu'on a là, c'est un niveau d'orgueil qui dit « Regarde maman, je suis en première page ». Mais est-ce que ça sert, à quoi ça sert à ce moment-là d'être en première page si c'est pas pour avoir une conversion quelconque de ce côté-là? Quand on rédige sur le web, on a plusieurs types de rédaction qu'on oppose quelquefois. Il y a ce qu'on appelle la rédaction SEO et le copywriting. La rédaction SEO va avoir pour objectif de faire connaître une marque, de faire connaître un site. C'est un pouvoir extraordinaire de se porter à la connaissance de personnes qui expriment un besoin auquel on répond. Ils ne nous connaissent pas et pourtant on peut se porter à leur connaissance. Donc la rédaction SEO a cet objectif d'optimisation pour se positionner et se porter à la connaissance. Quand le copywriting a un objectif de conversion, c'est souvent ce qu'on trouve dans des pages de vente. Il va y avoir des techniques de rédaction qui vont être faites, qui vont être là pour convertir. Donc on va se dire que attirer, convertir, ça peut être deux mondes qui s'opposent et comme on a des objectifs différents, des types de rédaction différentes. Si on se repenche un petit peu sur ce fameux tunnel ou entonnoir de conversion, je le refais rapide, mais à mon avis, vous connaissez tous. La cible ne nous connaît pas. On va commencer par l'attirer, donc se porter à sa connaissance. L'idée, c'est ensuite de l'engager. Par exemple, une page de capture avec en échange d'un lead magnet, d'un livre blanc, qui va me permettre de récupérer son adresse mail, d'en faire un lead. Je vais nourrir cette relation, par exemple, par de la newsletter, qui va me permettre d'entrer en conversation et de provoquer l'achat. Puis l'idée, c'est de pouvoir fidéliser derrière. La rédaction SEO se trouve donc tout en haut. On est là pour attirer. Et le copywriting, souvent, on va le mettre à cet endroit-là. En général, on dit que le copywriting va me servir, par exemple, pour mes pages de vente. Ça peut me servir aussi à engager, pour pousser, par exemple, à laisser son adresse mail. Ça peut me servir à nourrir dans la newsletter, etc. Évidemment, à fidéliser, à en faire un ambassadeur de ma marque. Je pense aussi que le copywriting, et c'est tout l'objet de cette conf, va pas nous servir à optimiser la page, mais va nous servir ici à pousser, une fois que la cible me connaît, à la pousser dans le tunnel, même à cette étape-là, pour qu'elle finisse à un moment donné par être client de ma marque.
Si je récapitule les différentes définitions, on a d'un côté la rédaction SEO qui est là pour optimiser, c'est-à-dire cette page, la rédaction de cette page est là pour faire comprendre au moteur de recherche de quoi il est question et à quelle requête on répond. Et pour ça, on a, je ne vous apprends rien, le positionnement du mot-clé, le champ lexical et tout ça dans les zones chaudes. Et le copywriting qui est là pour convertir, pour pousser l'utilisateur à effectuer une action de façon autonome. La question de l'autonomie, elle est importante. Si je suis dans une boutique physique et que quelqu'un vient acheter par exemple une veste, je vais lui dire « Ah bon, mais c'est pour quelle occasion? Quel est votre style? Et vous cherchez quoi? C'est pour l'hiver, c'est pour l'été, etc. » Là, la personne, elle est sur ma page de vente et il va falloir que je réponde à toutes ces objections et je la pousse à faire cet achat toute seule devant son écran. Et c'est à ça que la rédaction copywriting va servir. Et là-dessus, on va s'appuyer sur plein d'éléments, la structure de la page, le rythme, l'adresse, comment on répond aux objections. Y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Moi, ce que je vous engage à faire là, enfin ce que je vais engager à faire et à vous montrer ce qu'on peut faire dans cette conf, c'est de se dire aussi qu'il y a des éléments des techniques de copywriting qu'on peut utiliser en rédaction SEO pour aussi pousser l'utilisateur, l'utilisatrice dans le tunnel de conversion. Il ne va pas s'agir de faire une sorte de medley entre les deux et de faire un truc un peu tiédasse en se disant qu'on mélange les objectifs, etc. C'est vraiment le fait de se dire qu'on va s'inspirer de techniques du copywriting pour rendre la rédaction SEO plus engageante et éviter des « ceci est une voiture » quand je sais très bien ce que c'est qu'une voiture. Ça, on l'a tous dit. On écrit pour les lecteurs et pour les moteurs. C'est beau, ça rime, gna gna gna. On l'a tous dit, on l'a tous écrit. On est là à le dire haut et fort à chaque fois qu'on fait la rédaction web, de dire que oui, c'est pour les moteurs, mais c'est aussi pour les lecteurs. Mais on ne va pas se cacher, on ne va pas se mentir, pardon. On écrit avant tout souvent pour les moteurs de recherche. On oublie souvent quand on a notre mot-clé, etc. On reste souvent focus là-dessus et on a beau se dire qu'on a quelques critères de lisibilité. Finalement, est-ce que vraiment on réfléchit à dans quel état est ma cible quand elle va lire ça et je devrais lui proposer ça ensuite pour la mener à effectuer telle action? Je ne suis pas sûre. Moi, la première, quand on fait la rédaction SEO, qu'on pense vraiment autant à la cible que ça. Pourtant, on a quand même une bonne nouvelle, c'est que ces dernières années, l'algorithme de Google a quand même évolué et on n'est pas obligé de bomber avec notre mot-clé à toutes les phrases et dans tous les titres pour montrer à Google de quoi on parle. Aujourd'hui, l'algorithme est suffisamment évolué pour qu'il puisse comprendre, grâce au champ lexical par exemple, de quoi il s'agit, de quoi on parle, et avoir une rédaction qui soit suffisamment riche pour ne pas faire du bourrage de mots-clés bête et méchant, et pour avoir quand même quelque chose qui soit plus digérable par la cible. Ouais. Donc, ce que je vous propose là, c'est quelque chose de très pratique. On va prendre différents éléments et on va voir ce qu'on fait en SEO, ce qu'on fait en copywriting et comment est-ce qu'on peut prendre du copywriting pour la rédaction SEO. Donc il y a peut-être des choses que vous savez déjà, que vous faites déjà. Voilà, l'idée c'est, comme disait Marie-Lou Ekei tout à l'heure, c'est d'ouvrir les chakras un peu et de voir peut-être d'autres manières de voir certaines choses. Si on commence par parler de la cible, quand on pense cible en SEO, on va penser souvent intention de recherche. On va se dire, ok, qu'est-ce que cherche ma cible quand elle effectue cette requête-là? Donc on en a différentes, on a la recherche informationnelle, je cherche à me renseigner sur quelque chose, la recherche transactionnelle, j'ai envie d'acheter quelque chose, la recherche commerciale, c'est en général je me questionne sur un service, sur une marque, et la recherche navigationnelle, c'est-à-dire je sais exactement où je veux aller, c'est juste que je passe par Google pour y aller. Et on se retrouve quelquefois, malheureusement, avec des requêtes qui, par exemple ici c'est shampoing solide cheveux bouclés, qui pourraient très bien répondre à deux intentions. C'est-à-dire je me demande, je me renseigne, j'ai entendu parler des shampoings solides et j'ai les cheveux bouclés, et je me renseigne sur c'est quoi, comment ça marche, les shampoings solides pour les cheveux bouclés. Ou alors je cherche à acheter un shampoing solide pour cheveux bouclés et là on voit que SEMrush ne fait pas le choix. Par exemple, si on va plus loin et qu'on regarde la SERP pour ce mot-clé-là,
Qu'est-ce qu'on a? On a du Google Ads, on a de la page catégorie, on a de la fiche produit et on a par exemple ici de l'article de blog quel shampoing solide pour les cheveux bouclés. Donc on a autant des requêtes informationnelles que des requêtes transactionnelles. Moi, quand je veux me positionner sur ce mot-clé-là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je propose de la fiche produit, etc. Et l'idée qu'on peut emprunter au copywriting, le copywriting, comme je vous disais, c'est le fait de rendre l'utilisateur autonome. Pour le rendre autonome, il faut le connaître parfaitement. Alors, je ne vais pas vous reparler des personas, vous savez exactement ce que c'est, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une connaissance extrêmement fine de la cible pour prévenir, pour comprendre exactement ce qu'elle cherche et pour prévenir la moindre de ses objections. On parle en copywriting des motivations profondes de notre cible et on peut s'appuyer pour analyser ça sur différents modèles que, à mon avis, vous connaissez et on ne va pas y passer beaucoup de temps, mais la pyramide de Maslow, j'imagine que tout le monde connaît ça. Le fait de se dire, est-ce que je réponds à un besoin physiologique, à un besoin de protection, à un besoin d'appartenance à un groupe, un besoin d'amour, un besoin d'estime de soi ou un besoin de réalisation de soi? Il y a d'autres modèles qui existent, par exemple la méthode Soncas, c'est peut-être un poil moins connu, mais voilà, un produit peut répondre à un besoin de sécurité, un besoin d'orgueil, je veux ce produit pour être à la mode, un besoin de nouveauté. Les files d'attente devant Apple à chaque sortie d'iPhone, c'est un besoin de nouveauté, un besoin de confort, un besoin de gagner de l'argent ou de faire des économies, ou alors je peux même acheter quelque chose parce que j'aime bien la marque et j'ai envie de lui montrer ma sympathie, c'est quelque chose voilà, d'émotionnel envers la marque. Mon shampoing solide pour les cheveux bouclés peut très bien répondre à un besoin physiologique, j'ai besoin de me laver les cheveux, m'être en bonne santé. Peut répondre à un besoin de nouveauté, c'est ce nouveau shampoing solide dont tout le monde parle et je voudrais l'acheter. Ça peut répondre à un besoin d'estime. Je veux montrer que moi, l'éco-responsabilité, c'est quelque chose qui me touche et je vais passer au shampoing solide. Peut-être une question d'argent. Un shampoing solide dure beaucoup plus longtemps qu'un shampoing liquide, donc je vais faire des économies en utilisant ce shampoing solide. Ça peut répondre à un besoin d'appartenance. Tous les gens qui utilisent ce shampoing solide, je fais partie de leur groupe. Un besoin de protection, le fait d'avoir les cheveux propres, je me sens quand même plus en confiance et en sécurité dans une conférence. Ou un besoin d'orgueil, tout le monde aujourd'hui utilise des shampoings solides, je suis à la mode, je décide d'utiliser un shampoing solide. Et en fait, en connaissant bien ma cible, selon la cible de mon produit à moi, si je vends des shampoings solides, en fonction de la motivation à laquelle je réponds, je ne vais pas développer le même champ lexical. Si je réponds à un besoin physiologique, je vais lui parler de laver, de propreté, de santé. Si je réponds à un besoin de nouveauté, je vais lui parler de tester, essayer, innover, besoin d'estime, participer, sauver la planète. Et après, je ne vais pas tout vous faire, mais voilà. En fonction de la motivation à laquelle on répond, on peut développer des mots qui vont être différents et qui vont être plus engageants dans ma rédaction. Après la cible, ce qui est très important quand on va rédiger, c'est la structure. Donc quand on parle de rédaction SEO, souvent, on va écrire un titre principal, un H1, puis après on fera un chapeau et une intro, ou l'un ou l'autre, ça dépend de ce qu'on a envie de faire, ça dépend de notre gabarit de rédaction. On va mettre des sous-titres, des paragraphes. En général, on va finir, quand on n'oublie pas, par un petit CTA. Et on se retrouve en général par des contenus. L'introduction de tous les contenus sont des introductions ultra génériques. De tout temps, les hommes se sont lavés les cheveux, puis quelquefois ils avaient les cheveux bouclés. Alors on a créé des shampoings spéciaux pour les cheveux bouclés qui ne répondent. On reprend exactement l'exemple de la voiture de tout à l'heure. Ça ne répond pas du tout à l'intention de recherche. Dans un monde où, voilà, souvent les contenus SEO, notamment les contenus qui vont répondre à des requêtes informationnelles, commencent par des choses très génériques et qu'on n'a pas forcément envie de lire. En copywriting, il y a un concept qui a été développé par un copywriter, je crois, des années 60, qui s'appelle Joe Sugarman, qui parle du toboggan. Et pour lui, une page copyrightée, c'est une page où on emmène la cible est en haut, et le premier mot va l'emmener jusqu'au CTA, va la faire glisser jusqu'au CTA. L'objectif du premier mot, c'est de donner envie de lire le deuxième mot. L'objectif du deuxième mot est de donner envie de lire le troisième, etc., jusqu'on arrive au CTA et donc à l'action. Et en fait, il faut voir une page copyrightée comme un ensemble de micro-contenus séduisants qui vont emmener au micro-contenu qui suit. Les premières phrases d'une page, peu importe la page, peuvent avoir le pouvoir de faire fuir
ou de retenir. Tout de suite, quand j'arrive sur une page, je sais si j'ai envie de rester ou si j'ai envie de partir. Donc, il va falloir, ce qu'on conseille en général en copywriting, c'est de commencer par une succession de phrases courtes et impactantes qui disent « Voilà, vous êtes au bon endroit, on a compris ce que vous cherchez et on va vous répondre ». Donc, si on essaye de mixer tout ça pour se dire qu'on va essayer d'avoir une structure pour une rédaction SEO qui soit engageante, on peut s'appuyer sur des structures qui sont très connues du copywriting, la méthode AIDA. C'est la méthode de base en copywriting qui dit qu'on va commencer par attirer l'attention, puis par provoquer l'intérêt, susciter le désir et ensuite provoquer une action. Je peux très bien construire ma page en disant « On sait que les cheveux bouclés, c'est difficile à entretenir, franchement, on est avec vous. Maintenant, imaginez si vous aviez un produit qui soit doux avec vos cheveux et avec la planète. Voici tout ce qui vous procurera, CTA, j'achète, ou je dirige vers la fiche produit si c'est un article de blog. Bon, j'ai fait ça rapidement, bien sûr, ça doit être détaillé, mais le fait de s'appuyer sur ces structures, ça peut aider. Peut-être un peu moins connue, la méthode PASS, qui est problème, agitation, solution. Je peux pas y arriver avec ce truc. Vous savez vraiment plus comment entretenir vos cheveux bouclés, c'est compliqué, mais ouais, c'est vraiment l'enfer, ils sont trop secs, pas trop gras, etc. C'est jamais bouclé comme il faut, mais écoutez, on a la solution. Là, je sais ce que cherche ma cible et je vais pouvoir lui apporter des solutions. Il y a énormément de structures qui existent en copywriting. Ce que je vous engage à faire surtout, c'est de ne pas commencer par des choses très génériques, mais vraiment de comprendre la cible. Autre aspect important, ce sont les titres. En rédaction SEO, qu'est-ce qu'on dit? Le mot-clé doit être dans les titres, les H1, les H2, etc. On essaye d'avoir des titres spécifiques, descriptifs, des titres qui vont résumer la partie qui le précède. Normalement, en rédaction SEO, si je lis que les titres, que la titraille de ma page, je suis censée avoir un résumé parfait de la page, j'ai tout l'argumentaire. Et on se retrouve avec des titres ou des sous-titres qui sont un peu... L'utilisation du shampoing solide pour cheveux bouclés, les avantages du shampoing solide pour cheveux bouclés, qui sont un peu chiants en fait. Ces titres-là, ils sont pas engageants, ils donnent pas envie de lire, et on a tous les mêmes, et c'est un peu... voilà. En copywriting, on se dit qu'un titre doit être absolument unique, je ne pourrais pas le mettre sur une autre page, il doit être ultra spécifique vraiment sur cette page-là, il doit si possible avoir une notion d'urgence et il doit être utile, montrer l'utilité de ce que la cible va avoir à retirer, à lire ce qu'elle lit. On peut avoir là aussi s'inspirer de différents modèles, donc on peut construire un titre avec un modèle qui est résultat, délai, objection, obtenez des cheveux bouclés magnifiques en 1 mois sans tuer la planète. Action, délai, résultat, il y en a plein qui existent. Utilisez ce shampoing solide à chaque lavage et obtenez des cheveux bouclés de rêve. L'idée, c'est d'avoir des titres qui interpellent, qui donnent envie de lire au-delà de mettre un mot-clé. Donc il faut quand même mettre les mots-clés, on ne va pas se cacher, mais l'idée c'est d'avoir ça. Le problème en copywriting, c'est que quelquefois les titres vont être énigmatiques et donc Google ne va pas du tout savoir de quoi il s'agit. Ce qu'on peut retenir de ça, si on veut une rédaction SEO qui soit plus engageante, c'est de se dire que pour chaque titre, j'appuie sur ce que la cible a à gagner à lire ce qui va suivre. Est-ce qu'elle va avoir une émotion? Est-ce qu'elle va obtenir un résultat? Est-ce qu'elle va apprendre quelque chose? Il faut toujours coller, et on revient toujours à ça, à la motivation profonde de la cible. Essayez au maximum d'afficher la promesse de ce que vous allez lui dire, de ce que vous allez lui apporter, et si possible, intégrer une notion de délai, d'urgence. Voilà, après, ça dépend des sujets, ça dépend aussi de la ligne éditoriale évidemment, mais il est urgent de sauver vos cheveux et la planète, 1 mois pour changer d'avis sur le shampoing solide bouclé pour les cheveux bouclés, etc. Les répétitions. Alors les répétitions, c'est le gros problème en rédaction SEO. Je ne sais pas si vous avez la ref, c'est le bourgeois gentilhomme. La réplique sur la belle marquise, voilà, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour, d'amour mourir me font, belle marquise, vos beaux yeux me font, belle marquise, mourir, etc. En fait, c'est souvent ce qu'on voit dans la rédaction SEO. Je prends une phrase avec les mots importants, je les dis dans un sens, et puis dans l'autre, et puis je répète, et en fait, au final, est-ce qu'on a envie de lire? On écrit pour les moteurs et pour les lecteurs? Non, personne n'a envie de lire ça. En copywriting, il faut aussi la répétition. C'est une histoire d'effet de simple exposition ou de multiples expositions. Le fait de se dire que si je suis exposée plusieurs fois à un message, au bout d'un moment, je vais m'habituer à ce message et je vais avoir plus envie d'acheter ou de faire l'action qu'on a envie de faire.
Donc il y a un art aussi de la répétition en copywriting, mais on priorise 3 arguments qu'on essaye de répéter 3 fois et on varie les occurrences des arguments en fonction de la formulation et du vocabulaire. On peut se dire que pour la rédaction, oui, on va répéter, mais on va varier au maximum. On va varier l'angle. Je répète une information, mais je vais la répéter sous différents angles. Je vais varier le style. Je vais parler d'un argument puis d'un autre. Je vais certainement varier les CTA. Je vais inclure des métaphores. Je vais faire en sorte, voilà, de répéter, mais tout en variant. Autre point important en rédaction, c'est l'adresse. L'idée, c'est encore une fois d'avoir quelque chose d'engageant. C'est-à-dire que je n'ai pas la personne en face, mais je dois quand même faire une sorte de conversation. En rédaction SEO, ce qui se passe, c'est que souvent, pour le contenu informationnel, on arrive avec du contenu extrêmement générique. C'est un peu le style Wikipédia, passeportsanté.com, enfin voilà, on a tous un peu les mêmes et on se dit que si on parle de santé, on va parler de santé de manière extrêmement générique, sans vraiment s'adresser à la personne à qui on s'adresse. En copywriting, sans ça, ça marche pas. L'idée, c'est vraiment de rentrer en conversation avec une adresse directe. On tutoie, on vous voit, on fait ce qu'on veut, mais en tout cas, c'est comme si je t'avais en face de moi et je vais te parler et je vais t'expliquer. On se dit que la règle, c'est 5 vous pour 1 nous. S'il n'y a que du vous, c'est bizarre. On ne parle pas à quelqu'un en s'adressant que vous. Mais on peut parler nous, mais il faut éviter de mettre trop de nous. Donc si on prend ça, on va se dire que déjà, l'idée quand on va parler, c'est de répondre à la problématique de la cible. C'est pas de dire notre produit, il a telle et telle caractéristique, il est formidable. Non, c'est de dire voilà, on a compris, vous avez telle problématique, vous êtes dans telle situation, mais voilà en quoi notre produit va vous répondre. Et c'est vraiment de se mettre dans cette... Oh, j'ai pas mon mot, c'est pas grave. Je sais pas du tout combien de temps il reste. J'enchaîne, je parle vite, non? Ça va? Il reste 20 minutes. Ah bah, j'ai du temps, non? Je suis allée vachement vite, pardon. Le style. En rédaction SEO, on va avoir un objectif en général, et voilà, c'est d'avoir un texte qui soit rankable. Il faut absolument ranker. Donc on va faire quoi? On va répéter notre mot-clé, on va mettre du champ lexical, on nous dit qu'il ne faut pas de voix passive, on ne va pas mettre de voix passive, on nous dit qu'il faut des phrases courtes, on va faire des phrases courtes, et on répète, on a tous les mêmes règles, et on répond à ça. Là, j'ai pris, je ne sais pas si vous vous souvenez, tout au début, j'avais un article de blog en bas de ma SERP. Donc ça, c'est le début de l'article de blog. Du coup, on a le temps, on va regarder un peu précisément. Les cheveux bouclés représentent une catégorie à part dans le domaine capillaire. De par leur structure ondulée, le sébum s'écoule plus difficilement sur les pointes et cela favorise la sécheresse, les boucles cassantes ou l'aspect indiscipliné des cheveux. Et force est de constater que les shampoings solides traditionnels n'arrangent rien au problème. Souvent formulés avec du SCI, un tension actif doux, mais à pouvoir détergent, ils ont plutôt tendance à amplifier la déshydratation des pointes, et blablabla, et blablabla. Ça, c'est l'introduction. On a 115 mots, on a des phrases un peu longues, 16,4 mots en moyenne par phrase, mais on a quand même une bonne répétition des mots, hein, le cheveu bouclé, pointe, boucle, doux, pas beaucoup de shampoing. Bon, il n'y a que 115 mots, donc on a un score, là c'est Urtext Guru que vous devez connaître. Voilà, on a quand même quelques mots qui sont positionnés. Je sais pas, c'est pas très engageant, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je les connais pas, hein, c'est pas... Mais peut-être qu'on pourrait faire mieux. En copywriting, l'objectif, ça va être de rendre le texte mémorable. Alors, c'est très facile à dire, rendez le texte mémorable, faites en sorte que les lecteurs aient envie de le lire. Ça va passer par plein d'aspects. D'abord, on va passer par beaucoup de métaphores, de maintenir l'attention avec des métaphores. On va faire appel aux émotions. On va faire appel au sens. Si je parle de shampoing, il faut que je puisse sentir l'odeur du shampoing. Il faut que je puisse sentir le toucher des douceurs sur mes cheveux suite à l'utilisation de ce shampoing. Donc on va utiliser des mots qui vont faire appel au sens. On va utiliser des techniques de storytelling. On va raconter une histoire. Et encore une fois, parce que c'est la clé, on va entrer en conversation avec sa cible, comme si notre cible était devant nous et qu'on lui expliquait pourquoi elle doit lire et puis à la fin, pourquoi elle doit effectuer l'action qu'on a envie qu'elle effectue. Donc on a fait l'exercice de prendre le texte qu'on vient de lire,
de prendre à peu près les mêmes mots, les mêmes informations, et d'essayer de se dire qu'est-ce que ça donnerait si on le faisait à la mode copywriting. On commence par la problématique. Ah, les cheveux bouclés, je ne sais pas comment tu fais pour aussi bien les entretenir, je deviendrais folle à ta place. Si elle savait, on lance tout de suite de l'empathie. Entre désespoir et fierté capillaire, les tignasses toutes en boucle sont une catégorie bien à part. En effet, de par la structure ondulée des cheveux, le sébum s'écoule plus difficilement sur les pointes, et quand il ne nous donne pas l'impression d'avoir une friteuse sur la tête, il est très utile. L'humour marche beaucoup en copywriting. Sans son action, les cheveux s'assèchent, rendant les boucles cassantes et aussi indisciplinées qu'un labrador à la plage. Comparaison. Vous avez tenté les shampoings solides traditionnels? Laissez-nous deviner, c'est un échec. Adresse directe. La raison est simple, ces produits sont souvent formulés avec du SCI, sodium coco iséthionate, pédagogie. Ce tensioactif est certes doux pour les cheveux bouclés, mais il a un fort pouvoir détergent. En d'autres termes, il déshydrate. Conséquence, vos boucles crient de plus belle, on a soif. Ça s'appelle une parabole. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que vous êtes condamné à rejeter toujours plus de plastique sur cette terre que vous chérissez autant que nous? Non. Que vous devez vous résigner à ne jamais avoir de beaux cheveux, que tout le monde vous jalousera? Et renom. Donc là, c'est une anaphore, puisqu'on commence la phrase avec les mêmes mots. En choisissant un shampoing solide composé de tensioactifs ultra doux, préservez la planète et prenez soin de vos boucles. Adresse directe. Un peu plus long ce texte, il fait 223 mots, mais on a quand même placé, on a des phrases beaucoup plus courtes, et on a quand même placé énormément de mots du champ sémantique, et qui nous permet, à mon avis, de rien perdre en optimisation par rapport au premier texte, du moins au niveau sémantique. On parle de rédaction engageante, c'est-à-dire qu'on attend un engagement de la part de la cible, de l'internaute, et cet engagement, en général, va se matérialiser dans un appel à l'action, un CTA. En rédaction SEO, bon, ça dépend d'où est-ce qu'on est, dans quel type de page on est, mais en général, l'objectif de la page va être soit de faire du maillage interne. Donc j'attire par exemple du trafic pour le rediriger sur un article de blog pour le rediriger vers mes fiches produits. Qu'est-ce qu'un shampoing solide? Je réponds à ta question et je te redirige vers mes fiches produits de shampoing solide. Ça peut être une inscription à un newsletter, ça peut être une inscription à des réseaux sociaux, le téléchargement d'un lead magnet. On peut avoir différents objectifs. Souvent, en rédaction SEO pure, cet objectif il est soit matérialisé dans un bouton d'action, soit le lien il est directement dans le texte. Le KPI qu'on a souvent, c'est sur ce type de choses, alors à moins que ce soit le téléchargement évidemment, mais c'est le taux de rebond. Le nombre de personnes qui partent tout de suite ou qui lisent et qui partent. Moi, j'ai déjà audité un site où on avait des temps passés sur la page qui étaient entre 2 et 3 minutes, ce qui est quand même pas mal sur une page, avec un taux de rebond de 96%. Parce qu'il n'y avait pas de CTA. C'était intéressant, mais il n'y avait aucune action à faire. Les gens lisaient, ils se barraient. Donc voilà, l'idée, c'est, en général, on va pouvoir analyser ce type de KPI. On a en général des CTA qui sont assez génériques. En copywriting, on a un objectif de vente, d'inscription à newsletter, on a un objectif de conversion qui est beaucoup plus fort. Quand on fait un CTA en copywriting, l'idée c'est d'être, encore une fois, comme les titres, le plus spécifique possible. Donc d'expliquer à la cible ce qu'on attend d'elle. Effectuer telle action pour avoir tel résultat. En général, on accompagne le CTA d'un bénéfice. Ce n'est pas un déclencheur de titre, c'est un déclencheur d'action. Donc on explique pourquoi il faut accompagner ce CTA d'un bénéfice. Et les CTA, on va les mettre notamment sur une page de vente à des étapes clés. En général, on met un CTA en début de page, si jamais la personne n'a pas envie de sous-farcir parce qu'elle sait très bien qu'elle veut convertir tout de suite. On va le mettre juste après la description de l'offre, après la description, enfin voilà, on va mettre à des étapes clés, on va mettre nos CTA. Et on va avoir comme KPI essentiellement le taux de conversion. Par exemple, pour des boucles parfaitement dessinées, je mets mon bénéfice, achetez dès maintenant notre shampoing solide. Qu'est-ce qu'on peut faire si on mixe tout ça? On peut se dire qu'il faut absolument accompagner la cible dans l'action qu'on a envie qu'elle effectue. Habiller le CTA, le contextualiser, ne pas juste jeter mon CTA parce qu'on m'a dit qu'il fallait mettre un CTA dans cette page. L'accompagner d'un bénéfice. Essayer d'intégrer des CTA intermédiaires. De se dire que peut-être que la cible, c'est pas grave.
tant qu'il effectue l'action. La cible, elle lira pas forcément tout, donc intégrer des CTA intermédiaires et varier les encres et les types de CTA. Pour conclure, je ne sais pas si je suis très claire, je suis un peu stressée. Donc. Pour conclure, c'est pour moi un manifeste à ces textes bidons qu'on lit tout le temps sur le web, qui ne servent souvent à rien. Je crois que c'était Nicolas à la première conf d'hier qui disait qu'il avait le chiffre de 48% des contenus sur le web qui ne servent à rien. Déjà écologiquement parlant, mais c'est un désastre. Et de se dire qu'en fait, on a des clés aujourd'hui pour avoir une rédaction SEO qui ne soit pas juste là pour ranker. Ranker, c'est bien, mais si derrière, vous ne faites rien de ce trafic, si derrière, vous ne le convertissez pas, ça ne servira à rien d'être positionné en première page ou en première position. Voilà, donc en fait, ce que je voulais, alors peut-être que vous avez des choses que vous connaissiez déjà, mais ce que je voulais, c'était vraiment vous ouvrir un peu de la vision sur des techniques qu'on peut emprunter au copywriting, tout en se disant que ce n'est pas les mêmes objectifs de page, on n'est pas au même niveau dans le tunnel de conversion, mais on peut emprunter des techniques de copywriting pour rendre notre rédaction SEO bien plus engageante et bien plus pertinente. Voilà. Question mug. Qu'est-ce que AIDA, ça veut dire? Ah, au fond. Bravo. Le mug, il est là, je crois. Hop. Il y a le temps pour des questions. Oui? Pardon, de sujets un peu légers, le shampoing, les cheveux bouclés, etc. Moi, je suis dans une thématique qui est un peu plus Your Money, Your Life. Qu'est-ce que tu recommanderais comme usage, copywriting, pour appliquer à des sujets un peu plus sérieux, un peu plus scientifiques, un peu plus journalistiques? Oui, je ne l'ai pas dit, mais évidemment, là, les métaphores et parler du Labrador dans une page, évidemment, on ne peut pas faire ça sur toutes les thématiques. Il faut absolument rester en accord avec sa charte éditoriale. Des moments, on va tutoyer, on va vous voyer, etc. Moi, je pense que ce qu'il faut retenir absolument, c'est de penser à la motivation de la cible et à pourquoi il est nécessaire pour elle de lire ce qu'on va lui raconter. Et vraiment d'avoir, même dans la structure de la page, d'attirer son attention en lui disant « mais voilà pourquoi tu vas devoir lire cette page-là ». Et l'attention, c'est pas forcément pour avoir des beaux cheveux, il peut y avoir énormément de sujets différents, et de construire tout le texte de manière à la maintenir, à lui donner, à lui distiller des arguments petit à petit jusqu'à avoir notre CTA. Mais oui, on peut pas toujours... Mais les métaphores, on peut les faire en dehors des labradors aussi. Enfin, il y a plein de métaphores qu'on peut faire. Et c'est vraiment toujours se dire, je t'ai en face de moi, je te parle, et je t'explique pourquoi tu vas devoir lire ça, est-ce que je vais pouvoir t'apporter, et pourquoi tu vas devoir cliquer sur ce lien-là. Et ça, on peut le faire dans n'importe quelle thématique, je pense. D'autres questions? Oui. Merci, c'était super intéressant. Moi, j'ai une autre expérience. On a essayé ça sur notre blog. On a fait un peu de copywriting, des textes, avec un bon tone of voice. On essayait de raconter une histoire et tout. Le problème, c'est que ces textes-là ne se plaçaient pas. Donc, en fait, on racontait notre histoire à personne, puisqu'il n'y avait personne qui venait. Donc, on a dû changer de fusil d'épaule et on est revenu sur la rédaction plus traditionnelle à SEO. Et là, nos textes se placent. On a un peu plus de monde qui vient. Mais voilà. T'as la conversion ? On a un petit peu de conversion, mais on a toujours plus qu'avant, parce qu'avant, on avait des beaux textes, mais personne ne les lisait. Alors, l'idée là, c'est pas de dire qu'il faut mettre à enlever tout ce qu'il y a de la rédaction SEO, c'est pas du tout le point. C'est juste de se dire que oui, on va mettre nos mots-clés dans le titre, mais on va essayer de le twister un minimum pour rendre le titre un peu plus engageant dans la structure de ce qu'on va apporter, de pas commencer la requête pourquoi ma voiture accélère-t-elle toute seule en expliquant la définition d'une voiture. Enfin voilà, c'est surtout... Bien sûr qu'il va falloir utiliser les mots-clés, le champ lexical et toutes les techniques qu'on connaît du SEO, mais au lieu de les appliquer bêtement, peut-être juste twister
Là, l'idée, c'est pas de fusionner, c'est de twister notre rédac de manière à en mettre un peu plus de conversation parce qu'on s'interroge un peu plus aux motivations de la cible et d'apporter un peu de style différent, de peut-être travailler la structure différemment qui va permettre peut-être d'engager plus de conversations tout en gardant les mêmes optimisations SEO. Ce qu'on a essayé de faire à la fin, de prendre le même texte et juste de le twister de manière à le rendre un peu plus engageant. Merci, c'était super intéressant. Justement, ça rejoint un petit peu la question à laquelle tu as répondu juste avant, mais où est-ce que tu places le curseur entre la quantité de contenu qu'il y a à créer en fait, pour commencer justement à être visible et la qualité du contenu qui permet derrière d'avoir une conversion via la CTA et la question subsidiaire qui est liée aussi, c'est comment te places-tu face à l'arrivée justement des IA qui permettent de créer énormément de contenu avec une plus-value qui est de plus en plus faible en vérité? J'attendais la question sur l'IA. J'ai presque prévu un shot pour dire bingo. Je l'ai eu, parce que vous avez vu, j'en ai pas du tout parlé. Peut-être la seule conf qui n'en a pas parlé d'ailleurs. Moi, encore une fois, je trouve que créer plein de contenu pour n'avoir aucune conversion derrière, à part de l'orgueil, ça ne sert à rien. Enfin, vraiment. Donc oui, l'IA, ça peut aider. On a l'abonnement de ChatGPT à l'agence et on fait nos tests, on aide. Mais vraiment, pour entrer en conversation avec la cible, enfin, je sais pas vous, mais nous, on a des résultats bidons. Alors oui, quand on a la page blanche et qu'on a besoin de juste mettre le pied à l'étrier, voilà. Mais moi, je place pas de curseur entre la quantité et la qualité. Bon, j'ai de la chance d'avoir des super rédactrices à l'agence qui écrivent vite et bien, donc ça aide. Mais je peux pas faire cette dichotomie-là de dire c'est soit la quantité, soit la qualité. On sélectionne très bien les mots-clés qui sont les plus prioritaires au début. C'est ceux-là qu'on met d'abord. Et après, on s'inscale dans la durée. Mais on fait en sorte... Alors oui, nous aussi, on a nos petites astuces. Et nous aussi, on met des FAQ à la fin des pages. On fait tout ça, hein, je dis pas. Mais... je refuse de me dire que en bourrant le web de contenu insipide, on va faire avancer le schmilblick, que ce soit pour la conversion ou pour la planète, ça fera avancer personne. Oui, bonjour, alors, je travaille pour une agence SEO qui est aussi un pôle rédactionnel et nous clairement on est contre l'IA mais on se sent un petit peu seul à tenir ce discours. Donc je voudrais savoir quelle est toi ta manière de voir les choses. Est-ce que tu en utilises un petit peu ou pas du tout dans ta méthodologie de travail? Ce que je disais, oui, on peut l'utiliser au début. On a une rédactrice qui adore tous ces trucs-là et qui nous a demandé de prendre l'abonnement. On l'a et elle a fait plein de tests et puis elle est revenue. Elle n'y arrive pas là pour l'instant. Elle a beau tester des trucs, ça marche pas. Je dis pas, ça peut aider. Ça peut aider pour plein de choses, mais je ne pense pas que les contenus IA, ce soit ceux-là qui vont faire qu'on va rentrer en conversation avec notre cible, à coller parfaitement à la charte éditoriale. Alors nous, c'est vrai qu'on n'est pas une agence, on est une agence de contenu, mais on fait plein d'autres choses. On fait de la strat, on fait plein d'autres choses. Et du coup, les gens viennent pas vers nous en disant on veut tant de contenu de 1000 mots par mois. Enfin voilà, on n'est pas sur de la quantité, on fait de la dentelle avec nos clients et on travaille vraiment le discours de la marque. Pour nous, le SEO, il est là pour la notoriété de la marque, il n'est pas là pour faire du trafic à tout va absolu. Donc on n'est pas une agence SEO, on est une agence de contenu de marque, c'est peut-être ça la différence. Et donc on n'a pas cette problématique. Les gens viennent nous voir justement parce qu'ils veulent pas de l'IA et ils veulent. Nous, on travaille toujours des stratégies de marque et des chartes édito avant de travailler du contenu pour nos clients. Donc forcément, on n'est pas du tout sur le même paradigme. Alors selon toi, du coup, qu'est-ce que ne pourrait jamais faire une IA en termes de rédaction que l'humain sait faire? Par exemple, appliquer une charte éditoriale précise pour une entreprise. Une charte éditoriale, c'est la façon dont une entreprise va communiquer, c'est-à-dire que l'entreprise elle va avoir une personnalité comme n'importe qui. Moi, je ne suis pas la même face à vous, je ne parle pas pareil là que quand je suis avec mes enfants, quand je suis avec mon mec, avec mes copines. Mais c'est pareil pour la marque. Elle va avoir une charte éditoriale, elle sera la même personne, mais cette charte ne va pas s'exprimer de la même manière si elle est sur les réseaux sociaux, si elle est sur un livre blanc, si elle est sur un salon et que c'est les commerciaux qui parlent au nom de cette marque-là. Et en fait, ce travail-là, je pense, est tellement subtil et tellement important, je pense, pour la marque,
que ça, par exemple, je vois pas. Mais après, je suis pas du tout spécialiste de l'IA et peut-être que je vais être, qu'on va me détromper là-dessus. Mais par exemple, ça, ce côté-là de personnalité de la marque, L'empathie aussi, peut-être. L'empathie, ouais, créer de l'émotion, je suis pas sûre. La créativité. De ce que je comprends l'IA, je suis vraiment pas spécialiste. L'IA, c'est une IA générative. Donc en fait, à quel moment on a la créativité? À quel moment on fait le pas de côté? On fait ce twist qu'on attend pour justement retenir l'attention et rendre le texte mémorable. Pour qu'il soit mémorable, il doit être différent. Pour être différent, il faut avoir ce twist-là. Et je suis pas sûre que l'IA soit capable de le faire. Peut-être qu'elle le sera, puis on fera autre chose de notre vie. La dernière question. Oui, du coup, j'ai une dernière question. Tu as beaucoup opposé SEO et copywriting, et je rebondissais sur les remarques qui étaient faites. Est-ce que tu penses que Google interprète les métaphores, les anaphores comme une richesse de texte? Est-ce que t'as pas peur que sémantiquement, justement, toutes ces métaphores, parler de labrador, de friteuse, quand tu parles de shampoing pour les cheveux bouclés, est-ce que tu n'as pas peur que tu perdes un peu le... Est-ce que c'est pas ça qui expliquerait que les textes copyrightés rankent moins que les textes SEO? Peut-être, c'est pour ça qu'il faut un juste milieu et que c'est sur 1200 mots, on va parler une fois de labrador et on va pas en parler tous les paragraphes. Oui, il y a un juste milieu à trouver. Après, nous, on arrive à trouver ce juste milieu aussi et on travaille avec Urtext Guru qui nous apporte énormément de bons résultats et qui nous dit les mots à placer et on fait en sorte de suivre la courbe et de s'éclater aussi en même temps. Donc, évidemment que c'est une question d'équilibre et il n'y a aucune réponse qui est parfaite ni d'un côté ni de l'autre. C'est des tests à faire et à des moments, il y a des objectifs business avec sur des requêtes ultra concurrentielles et il faut absolument ranker. Mais c'est toujours un jeu d'équilibriste qu'on va avoir entre tout ça. Non, mais ce serait super intéressant à faire. Ce serait intéressant à faire, oui. Non, j'ai jamais fait. Mais merci beaucoup pour votre attention.